tout à l'heure je te parlais, le blé, ils le mettaient jusqu'au-dessus des piliers. Donc les stand-bots. il n'y a pas encore de bottes exception française, Lyon. Et donc Bernard, hop. Bonjour à tous, c'est Bernard et Marin de l'Exception Française. Aujourd'hui, l'Exception Française devient l'Exception Picarde. Nous sommes à côté de Compiègne, dans une petite ferme de mon ami Vianney, pour vous présenter aujourd'hui les métiers qui font la France. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur et l'exploitation qu'il y a tout autour. Et vous l'avez vu, bande de bout en train, on a des nouveaux sweats disponibles dans la boutique à l'entrée de la cour. Seulement 90 €. Je plaisante. On a des nouveaux sweats, il n'a pas voulu mettre le même parce qu'il voulait pas qu'on soit pareil. Mais il a le slip. Chut, trêve de bavardage, on y va, parce qu'il y a du boulot. Et oui, du boulot, il y en a pour ceux qui nous nourrissent tous les jours. Dans la famille de Vianney, ils sont agriculteurs de père en fils depuis 7 générations. Il reprendra l'exploitation de son père à la fin de ses études, et il connaît déjà tout sur tout. Et oui Bernard, chez l'Exception Française, on aime nos agriculteurs. Mais avant de vous parler du métier, un petit mot d'histoire sur la ferme. Ici c'est une ferme d'une abbaye qui s'appelle Ourscan, une abbaye cistercienne qui date du XIe siècle. Et les abbayes en fait elles avaient des fermes tout autour, il fallait pas que ce soit plus d'une journée de marche. Nous on est à 25 km d'Ourscan et on était une des 7 fermes qu'ils avaient, qui était la plus loin de Ourscan, donc on est pile à une journée de marche. Donc ils ont construit ça et ils ont racheté à l'abbaye de Saint-Vendry, qui est une abbaye en Normandie. La ferme a été successivement habitée par des moines et vendue à la famille de Vianney à la Révolution. Et c'est là qu'intervient notre anecdote croustillante. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 43, 44, 45, il y a le petit frère de Winston Churchill qui était en Angleterre et qui coordonnait la résistance avec la France. Mon arrière-grand-mère le faisait atterrir de nuit dans les champs juste à côté. Et donc c'était quand même un très grand risque à l'époque, parce que si elle se faisait choper, etc., elle allait risquer pour sa vie. Et donc on a un livre à la maison qui est dédicacé par le frère de Churchill pour remercier mon arrière-grand-mère de les avoir fait atterrir de nuit ici. Et dans la ferme des parents de Vianney se cache un autre pan de l'histoire. Une grange vieille de plus de 900 ans. La toiture, c'est exclusivement du chêne qui avait été traité avec les moyens de l'époque. Et la toiture n'a pas bougé depuis quasiment 850-900 ans. Donc, mais elle risque pas de brûler, à part s'il y a une Notre-Dame qui est faite ici. Et tu me parlais tout à l'heure, comment est-ce que vous avez fait pour dater du coup cette grange? En fait, on l'a daté, il y a eu deux choses. La première, c'est dans les archives de l'abbaye d'Ourscan. On avait retrouvé des écrits comme quoi il y avait une grange à Warnavillers qui avait été construite au début du XIIe siècle. Et on a vérifié ça par la dendrochronologie. Donc c'est le deuxième mot après anticonstitutionnellement plus compliqué en France. Je le remettrai. C'est une technique qui regarde les stries du bois en fonction des années climatiques, où tout est répertorié. Et donc ça a été redaté très précisément de fin 1193, donc de manière absolument sûre. Donc on a les écrits plus les analyses terrain qui l'ont fait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle n'a pas bougé. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fondation en dessous des piliers. Et puis elle tient tout de suite cette charpente qui, bon, moi je suis pas un spécialiste des charpentes, encore moins du XIIe siècle, mais les spécialistes qui viennent ici trouvent beaucoup de techniques en fait, qui sont quasiment plus connues, parce que c'était vraiment des techniques spécifiques. Tous les 50 ans, il y avait des nouvelles techniques, des innovations. Et donc là, apparemment, la toiture et le fait de faire la toiture de cette manière-là, c'était quelque chose quand même d'assez exceptionnel pour l'époque. Alors moi j'ai une question pour toi, Vianney. Oui. On avance. Tu vas reprendre l'exploitation ici, et qu'est-ce qui te motive à être agriculteur? Eh ben, à être agriculteur, il y a plusieurs choses qui me motivent. Disons qu'il y a beaucoup d'enjeux dans l'agriculture aujourd'hui. Ouais. Donc on a souvent l'image des agriculteurs en difficulté, ce qui est totalement vrai. Mais il y a aussi beaucoup d'enjeux qui arrivent avec la pression sociétale. Donc la pression de l'Europe et de la France, c'est de faire des cultures plus raisonnées au niveau des produits phytosanitaires, au niveau du climat, au niveau de l'agriculture de conservation. En fait, il y a beaucoup d'agriculture qui se développe à côté de l'agriculture conventionnelle qu'on connaît depuis maintenant très longtemps. Et je trouve que tous ces enjeux, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que si on arrive à prendre le pas sur ce que veulent les consommateurs et ce qu'attend la société, en fait, c'est là où ça commence vraiment à devenir intéressant. Et moi, ça, c'est des enjeux qui... C'est un peu ce défi, tu vois, de transition de l'agriculture, l'ancienne agriculture et la nouvelle, quoi. Exactement, et puis, faut dire quand même que c'est quand même le plus beau métier du monde. On est dehors toute la journée, on fait pousser... Le meilleur bureau, quoi, c'est le meilleur bureau. Bah, carrément, le tableau Excel, le tableau croisé dynamique... Tu vois, et ça, c'est mon ordinateur pour la semaine. C'est quelle marque?
Non mais tu vois, et donc Pas les loin. le fait d'avoir le plus beau métier du monde est hyper intéressant. Ouais. Les enjeux, les défis de l'agriculture, Ouais. c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Et puis aussi tout ce qui est héritage familial. Ouais, c'est Moi, sûr, j'en parlais avec papa. Je vais être apparemment 7e connue, hein, la 7e génération ici Ah à la ouais, ferme. La 7e génération depuis 1700 et quelques. 1700. C'est aussi, j'ai envie de te dire, une passion, Ouais. un plaisir, mais aussi La continuité, quoi. l'héritage. L'héritage, la continuité. Ouais. Et on n'a pas envie que ça passe L'éternel. vers d'autres familles. Voilà, et moi je pense que ce sera sûrement mon enfant plus tard qui reprendra, et mes petits-enfants, etc. Et c'est vraiment un souhait que j'ai. Et dans l'agriculture, c'est quelque chose qui est vraiment très implanté en nous, l'héritage familial, et de faire fructifier en fait le travail de tous ses ancêtres. C'est digne d'un épisode de Joséphine Ange Gardien ici. Qui va reprendre l'exploit. Bon, Vianney, on continue. On continue, et là, On du coup, va on va voir la partie agricole de la pigeonnier. ferme. Et donc il y a des vipères ici, Vianney, non? Exactement, ouais. Je n'ai pas mis mes bottes. Ah. J'ai des stand bottes. Il n'y a pas encore de bottes exception française. Non, bah ça va arriver, mais ça va être à la boutique, ça va être à la boutique. Non, et du coup, Pas de marque, tout pas de à l'heure, on parlait de la main-d'œuvre, comme quoi il y en avait de moins en moins. Ouais. Et je voulais juste te montrer du coup un ancien outil, donc qui est une charrue, Ouais. donc qui date, tu vois, des années 50. Ouais, Donc 50, c'est pas il y a si longtemps, c'est nos grands-parents. non. Et ça, c'était vraiment, hier. tu travaillais avec une largeur, tu vois, la largeur de travail, c'était quoi, 50 cm. Et aujourd'hui, je vais te montrer les charrues récentes pour te montrer juste l'écart qu'il y a Ouais. entre l'ancien matériel et le nouveau. Et c'est pour ça en fait qu'il y a de moins en moins de main d'œuvre. Et aussi aujourd'hui on a de plus en plus de mal à recruter les jeunes, vu que l'agriculture en fait c'est pas forcément un domaine qui attire forcément, qui attire ouais. énormément. Tu vois, tu as beaucoup d'heures, les périodes de moisson, tu peux pas t'arrêter. Il y a vraiment. Et aujourd'hui ça attire de moins en moins, donc du coup on a moins de main d'œuvre et on a beaucoup plus de mal à en trouver qu'avant. Et la main-d'œuvre est précieuse pour tout le travail à accomplir ici. Aujourd'hui, ils produisent essentiellement des pommes de terre, des petits pois ou même du lin pour fabriquer des vêtements. Tout l'alimentaire se retrouvera dans votre assiette, chez vous ou dans un restaurant parisien. Là, nous nous rendons sur le fer de lance de l'exploitation, la pomme de terre. C'est fait par planche de 1,80 m ici, donc soit c'est fait en butte, soit en billon. Ici nous on fait des billons. Et donc Bernard, hop, on va regarder un petit peu. Tu vois, là c'est les futures pommes de terre. Du coup, la pomme de terre c'est une racine. Elle pousse pas en l'air, etc. Elle pousse dans les racines. Et donc ça c'est toutes les futures pommes de terre qui vont devenir grosses et qu'on récoltera au mois de Octobre. septembre, octobre, exactement. Voilà, ben on a souvent l'impression que c'est facile de faire pousser des pommes de terre, du blé, des betteraves, mais au final, un agriculteur, il est tout aussi connecté qu'un jeune sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il va le matin sur des sites, ces sites-là, en fonction de la météo, de l'hygrométrie, ils lui disent « Ah bah demain matin, il faut que tu traites ». Il va y avoir un risque mildiou, après-demain il faudra que tu irrigues parce qu'il y a un déficit hydrique, donc c'est vraiment un métier qui est à la pointe de la technologie. Et aujourd'hui par exemple on a des GPS dans les tracteurs, donc là tu vois les lignes sont bien droites. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un GPS dans un tracteur et on ne touche plus le volant dès qu'on plante les pommes de terre. Donc c'est vraiment un métier qui évolue avec son temps et qui est pas, on n'est pas avec notre fourche et nos cochons comme quand on va voir au salon de l'agriculture. Aujourd'hui c'est vraiment un métier qui est très précis et c'est pour ça qu'il y a les agriculteurs sont de plus en plus formés et font de plus en plus d'études. Donc voilà. Moi par exemple je suis la première génération à avoir plus qu'un bac. Donc là Bernard, t'as encore reconnu la culture de la carotte, non, la culture du blé, donc ça reste quand même des têtes d'assolement pour nous agriculteurs, et donc c'est quand même une des principales cultures en France qui sert à faire majoritairement de la farine, où elle part à l'export. Donc voilà, et cette année c'est assez bien parti. Donc là on est à un moment où en fait les épis de blé se remplissent. Donc là cette année ça a l'air d'être pas mal. Donc on attend tous de voir ça avec impatience. Et puis au final il n'y a qu'au moment de la récolte où on saura si c'est une bonne année ou pas. On n'hésite pas à se mouiller les godasses pour l'exception. D'accord, tu marches dans les petits pois. Donc là c'est une pièce qui va être récoltée dans 2 semaines et qui va directement être mis dans des sacs surgelés. Entre le temps de la récolte et à l'usine, en fait, il faut qu'il y ait 7 heures. Ça veut dire qu'entre le moment où ils sont récoltés et les moments où ils sont en sachet, il faut 7 heures. Ça veut dire que s'il y a un problème à l'usine, la machine, elle s'arrête dans nos champs et elle attend que l'usine redémarre. Et mange-les, ils sont super bons. Pas mauvais. Vous aimez bien? Hein, c'est bon. T'aimes bien? Et puis, T'as goûté, caméraman?
Je vais goûter, je vais goûter. C'est bon, c'est bon. Sont dégueulasses tes petits pois, Vianney. Viens, on se casse. On retourne à la baraque. Des beaux champs de blé sans rien qui dépasse, on pense souvent que c'est naturel, mais ça c'est parce que les agriculteurs font un travail toute l'année, c'est parce qu'ils font de la lutte chimique, donc ils traitent avec des pesticides, ou alors de la lutte mécanique. Par exemple, les agriculteurs bio c'est ce qu'ils font, et si jamais on ne traitait pas, en fait le champ il serait là à mes pieds, ça voilà, hop. Ça c'est une plante qui sert à rien, on ne la récolte pas, et pourtant c'est elle qui prend toute l'énergie et les nutriments du sol qui ne serviront pas, en l'occurrence aux petits pois ou aux betteraves. Donc faut bien avoir ça en tête, que les champs bien propres, bah, c'est parce que en fait on traite. Vianney, tu peux me dire qu'est-ce que c'est que la différence entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio? Bah, l'agriculture conventionnelle, c'est une agriculture où on utilise du coup des pesticides. Donc bon, le mot pesticide ça fait peur à tout le monde, mais il faut savoir que les molécules sont homologuées et que c'est pas forcément quelque chose où tu manges une culture qui a été traitée par des pesticides, tu vas pas mourir. D'ailleurs l'espérance de vie a jamais été aussi haute en France. Et en Europe, tout du moins. Il y a qu'en Amérique avec leur burger où c'est en train de descendre. Et il y a aussi d'autres agricultures. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de l'agriculture raisonnée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on utilise des produits phytosanitaires pour traiter. Donc par exemple, quand il y a des champignons, quand il y a des insectes, etc. sur les cultures, on le traite. Mais on fait aussi du désherbage mécanique. Donc là, c'est ce qu'il y a derrière. Donc là, il y a une bineuse à betterave et derrière, il y a une hersétrie. Ça, c'est du matériel qu'on a décidé d'acheter. Donc, c'est-à-dire un investissement lourd, ouais. Qui est quand même conséquent pour pouvoir moins traiter d'une part et pour en fait diminuer les indices de fréquence de traitement. Donc voilà, donc c'est vraiment, on met en place beaucoup d'autres pratiques pour diminuer le traitement par les pesticides et augmenter la lutte mécanique. D'accord. En mécanique, pas de pesticides, ça enlève les mauvaises herbes et c'est tout quoi. Voilà, c'est ça, il y a la mauvaise herbe, au lieu de pulvériser quelque chose et qu'elle meurt, et ben on la essaie chope. de faire avec des nouveaux matériaux, mais c'est quand même des investissements. Il faut que les gens comprennent qu'il faut que ce soit valorisé aussi au niveau du prix, parce que chaque investissement qui est fait, on passe plus de temps en tracteur, il y a plus de main d'œuvre, etc. Donc il faut aussi qu'en conséquence, le consommateur accepte que si on veut évoluer nos pratiques, le prix soit un peu plus haut. Quoi. Que le prix soit un peu plus haut, exactement. La France, c'est avant tout une terre d'agriculture, un pays qui nous permet de vivre en autonomie alimentaire. Pour aider notre patrimoine, le plus important, c'est d'acheter des produits de saison en provenance de France. C'est aussi ça, être exceptionnel. Cette vidéo de l'exception française sur l'agriculture est maintenant terminée. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci Vianney. Allez maintenant, on a du boulot. 45 hectares de champs. Allez, chauffe Marcel. Chauffe Vianney. Vianney, merde, le rétro. Chauffe Vianney.